Bonjour à tous, bonsoir à tous. On accueille aujourd'hui donc Marie Bretagnol, qui est actuellement en quatrième année de thèse à l'université Paris-Est Créteil, sous la direction de Vincent Ferré, qui est professeur de littérature générale comparée à Paris-Est Créteil, et d'Isabelle Gadouin, professeure en art et littérature britannique du XIXe siècle à l'université de Poitiers. Et Marie a bien voulu, a accepté gentiment de présenter ses travaux de thèse, thèse qui s'intitule donc Illustrer Tolkien, la Terre du Milieu, du texte à image. Voilà, donc je vais laisser Marie vous présenter ses travaux. Vous pouvez poser vos questions sur le channel écrit événement pendant la durée de la présentation, et moi à la fin je transmettrai vos questions à Marie, qui se fera un plaisir, j'en suis sûr, de vous répondre. Voilà, donc Marie, c'est à toi, je t'en prie, tu peux lancer le stream. Merci Druss, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Comme Druss l'a dit, je suis en quatrième année de thèse, je prépare une thèse à mi-temps, et mon sujet c'est donc illustrer Tolkien, la Terre du Milieu, du texte à l'image, comme c'est écrit à l'écran. Tolkien, moi je l'ai découvert au moment des films. J'ai vraiment été introduite à la Terre du Milieu grâce à la trilogie de Peter Jackson. Alors j'ai vu que le 3e au cinéma, j'ai un peu commencé par la fin, mais j'étais beaucoup trop trouillarde pour voir les 2 précédents. Et finalement, c'est mon grand-père qui m'a transmis sa passion pour les films et après pour les livres. Et moi, ce qui m'a vraiment passionnée au tout début, c'était les recherches graphiques d'Alan Lee. En fait, mes souvenirs sont un peu flous, mais je crois que le premier livre en rapport avec Tolkien que j'ai lu, c'était finalement le carnet de croquis d'Alan Lee pour Le Seigneur des Anneaux, et c'est resté, depuis mon livre de chevet, que je l'ai lu, un nombre incalculable de fois, et finalement, il me semble que j'ai lu les livres de Tolkien dans un second temps. Mais après, bien sûr, ça 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 a nourri, ma passion, et j'ai pu faire de ma passion, mon sujet d'étude, parce que j'ai fait un master recherche en histoire de l'art contemporain, que j'ai consacré aux illustrations d'Alan Lee pour l'édition du centenaire du Seigneur des Anneaux, que vous devriez, voir, ici au bord de mon étagère, et j'y ai consacré 2 ans. Et pendant ces 2 ans, j'ai eu l'impression d'à peine effleurer le sujet, parce que je me suis rendu compte à quel point c'était vaste et à quel point c'était un beau sujet pour un travail de recherche. Donc à l'issue de ces 2 ans, donc j'ai passé ma soutenance, j'ai eu mon master, et je me suis inscrite en thèse auprès donc de Vincent Ferré, spécialiste bien connu de Tolkien et de Proust, et auprès d'Isabelle Gadouin, qui travaille sur la littérature anglaise et notamment sur les liens entre texte et image. Ça me permettait d'avoir les 2 approches que je lis dans mes recherches. Donc je suis inscrite en littérature générale et comparée, mais je suis dans une branche bien spécifique qui s'intéresse au rapport entre le texte et l'image. Et c'est vraiment le cœur de mes recherches. Je réfléchis à la manière dont les artistes s'emparent du texte pour en faire des images, et comment ces images interagissent à leur tour avec le texte de départ. Et je réfléchis également à l'influence de l'art de Tolkien sur ses illustrateurs. Alors mon corpus, que je vais vous afficher tout de suite, mon corpus est constitué des éditions illustrées en anglais des textes de la Terre du Milieu. J'ai environ 17 ouvrages, mais la définition de mon corpus n'est pas encore tout à fait établie. J'ai quand même des grands principes. Le premier, c'est que je me concentre sur les éditions en anglais, parce que le Hobbit, par exemple, a été illustré à des dizaines de reprises dans des dizaines de pays différents, et ça ferait un corpus absolument énorme. Donc je pourrais pas tout étudier si je voulais m'en tenir à la limite d'une thèse de 400-500 pages. Ensuite, je considère les illustrations intérieures et pas les illustrations de couverture. Donc si un texte a une couverture originale, c'est-à-dire avec une œuvre qui n'a pas été publiée auparavant,
mais qu'il n'y a pas d'illustration intérieure dans l'ouvrage, a priori, je ne vais pas, l'étudier. Parce que justement, j'étudie, les interactions des illustrations à l'intérieur du livre avec le texte. Et une couverture, n'a pas le même rapport avec le texte qu'une illustration intérieure. Et enfin, je regarde les livres dans lesquels le texte est complet. Alors ça pose des questions. Par exemple, le deuxième ouvrage, sur la diapo que vous pouvez voir, je vais vous en parler tout à l'heure, mais le texte a été un peu remanié, donc ça pose des questions. Et un autre texte que je n'ai pas mis dans la liste de mon corpus, c'est, l'édition pop-up du Hobbit par John Howe, dans laquelle le texte est réduit, à sa plus simple expression. Donc je ne sais pas encore si je vais l'inclure ou pas dans mes recherches. En attendant, si quelqu'un veut me faire un don de ce livre, vous êtes les bienvenus. Alors je vais vous présenter rapidement les grands axes, de mes notes de thèse. Bon, pour le moment, c'est des notes, je n'ai pas, encore un plan bien établi. Mais, je pars de toute façon de Tolkien. Donc je commence, mon exploration par quelques réflexions sur les illustrations de Tolkien lui-même, sur leurs fonctions et sur la relation qu'elles entretiennent elles-mêmes avec le texte. Et je me penche aussi sur la définition de ces images. Parce que, quand on regarde Le Seigneur des Anneaux, par exemple, est-ce qu'on peut dire que le dessin des portes de la Moria, c'est une illustration? La réponse n'est pas évidente. Et qu'en est-il des inscriptions sur l'anneau, dont on a une reproduction, au sein du texte, ou de l'épigraphe sur la tombe de Balin? Est-ce que c'est une illustration? Est-ce que c'est autre chose? Alors je devais présenter mes réflexions sur ce sujet, dans un colloque, en mars dernier, mais il a été annulé. Normalement, il devrait y avoir une publication des communications à la fin 2021. Donc suspense, vous aurez des éléments, de réponse à ce moment-là, j'espère. Un autre axe de mes recherches, c'est la place des illustrations dans le livre considéré en tant qu'objet, chez les différents illustrateurs et illustratrices. Parce que illustrer un texte, c'est pas simplement placer une image dans un livre. Il faut voir quelles sont les modalités de cette insertion et comment, ces modalités influent sur notre expérience en tant que lecteur et lectrice. Donc il y a une question de réception aussi. Ensuite, j'ai un chapitre sur la création des illustrations elles-mêmes et la façon dont les artistes s'emparent du texte pour transformer les mots en images. Ça, c'est vraiment un chapitre clé, ça va être un des plus, denses de ma thèse. Bon, les chapitres que je vous présente, ils sont dans le désordre, hein. J'ai pas de plan pour le moment, mon plan n'est pas défini, n'est pas établi, définitivement. J'ai un autre chapitre qui concerne l'iconographie. C'est-à-dire la façon dont un personnage ou un lieu est représenté chez différents artistes, à quelle source les artistes puisent et quelle était la vision de Tolkien lui-même, à la fois dans son texte et dans ses propres dessins et aquarelles. Et enfin, un de mes chapitres est consacré à l'influence des œuvres graphiques de Tolkien sur les artistes qui l'ont ensuite illustré. Donc je peux vous donner par exemple un exemple d'étude d'illustration. Fondeval, c'est vraiment l'exemple type de la reprise des illustrations de Tolkien chez d'autres artistes. Dans la plupart des éditions du Hobbit, ou même du Seigneur des Anneaux, même s'il y en a moins, les artistes s'inspirent de la vision de Tolkien pour créer leur propre, représentation. Que ce soit dans la forme des montagnes, dans le parcours sinueux de la rivière, le pont, le chemin qui guide l'œil du spectateur depuis l'arbre au premier plan jusqu'à la demeure d'Elrond. Il y a vraiment des motifs qu'on retrouve, dans la plupart des illustrations sur ce sujet. Dans le texte, la description, elle est très succincte en fait quand on relit le passage. Tolkien décrit l'atmosphère de la vallée et les sensations des personnages, mais il ne décrit pas tant que ça l'architecture de Forneval, voire pas du tout. On a à peine une mention des poutres qui sont au plafond de la chambre où se réveille, Frodo, mais c'est à peu près tout.
Alors dans les 2 illustrations qui sont là, donc celle de Tolkien à gauche et celle d'Alan Lee à droite, on peut constater une différence dans la palette de couleurs utilisée. Chez Tolkien, ce sont plutôt des verts et des jaunes très riches, parce qu'il illustre la scène, au mois de juin. Alors que chez Alan Lee, on a des teintes rousses et orangées qui correspondent à l'automne. Et c'est pour la simple et bonne raison que, Tolkien, dans sa version correspond, au Hobbit, dans lequel la compagnie, des nains et de Bilbo arrive chez Elrond au mois de juin. Donc merci la chronologie de Tolkien Deal qui m'a fait retrouver cette information, très rapidement. Alors que dans Le Seigneur des Anneaux, les hobbits et Aragorn atteignent ce même, lieu, donc Fandeval, en octobre, d'où la différence, des coloris entre les 2 illustrations. Mais sinon, on retrouve une composition vraiment similaire, une construction de l'image qu'Alan Lee a vraiment reprise de Tolkien. Un autre exemple, toujours chez Alan Lee, parce que bon, vous allez vite le comprendre que c'est mon artiste, favori et c'est pour ça que je lui ai consacré mon mémoire de master. C'est, Kilis Ungol, désolée pour la prononciation, pour les puristes. La version de Tolkien que j'ai sélectionnée ici, c'est un croquis en marge d'un manuscrit. Alors l'image est bien agrandie par rapport à sa taille réelle, enfin évidemment ça dépend de l'appareil sur lequel vous regardez, mais j'ai fait un zoom sur l'image, en retenant vraiment l'espace occupé par le croquis. C'est très petit, mais c'est très détaillé et chez Alan Lee, finalement, on retrouve avec le style d'Alan Lee et bon, déjà l'utilisation de l'aquarelle, mais on retrouve tous les détails qui étaient déjà, chez Tolkien, à la seule différence que la section des différents étages de la tour est carrée plutôt que ronde. Mais sinon, on a vraiment cette succession, on a le chemin qui mène, à la tour, les montagnes, on a vraiment une composition de l'image très, très similaire. Et Alan Lee lui-même, dit affirme tout à fait qu'il a pris inspiration, sur Tolkien, pour certaines de ses illustrations. C'est quelque chose, dont il ne se cache pas. Alors ensuite, dans mes notes de thèse, j'ai des chapitres, indépendants qui sont consacrés à chaque récit de mon corpus. Alors je commence, de manière chronologique par Le Hobbit, avec, les visions des différents illustrateurs. J'ai Le Seigneur des Anneaux, donc dans 2 éditions, et les récits posthumes, Le Silmarillion et les Trois Grands Contes, avec l'ajout récent, depuis le début octobre, des Contes et légendes inachevés dans leur, toute nouvelle édition illustrée. Donc si je vous donne un exemple, d'études d'illustration dans Le Silmarillion, je peux vous j'ai choisi de vous montrer, Ted Nasmith, qui est un illustrateur en général très apprécié, avec, cette illustration qui se place, au sein de l'Aïnouline Dallé et qui s'intitule The Sea, la mer. C'est une illustration qu'il a composée pour l'édition de 1998 du Silmarillion et il décrit ici, le chapitre, sur la création du monde. Une création du monde qui passe par, le sens de l'ouïe et non le sens de la vue. Donc ça pose forcément des questions pour un illustrateur. Comment représenter, quelque chose qui au départ n'est que audible et pas visible? Mais par contre dans le texte, il y a plusieurs métaphores qui passent par l'image. Par exemple, la disharmonie de Melkor est décrite comme une mer de sons turbulents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut visualiser en tant que lecteur. Donc Ted Nasmith a bien réfléchi, c'est quelqu'un qui se documente énormément et qui lit beaucoup, de textes, d'essais sur Tolkien et finalement son illustration, propose on peut la lire de façon différente. On peut considérer que ce qu'il illustre ici, la première vision des Ainur, quand ils, voient le monde né de leur chant, mais avant la création du monde. C'est une première hypothèse. On peut avoir une lecture plus symbolique de l'image et considérer que Ted Nasmith illustre ici la mer de sons turbulents de Melkor. C'est une possibilité. Une troisième interprétation, c'est que, l'artiste représente ici Ea, le monde qui est,
tel qu'Ilúvatar lui donne forme après la dissipation de la vision des Ainur. Mais on trouve aussi, en creusant un petit peu, je propose une autre interprétation. Alors elles sont absolument pas, ma dernière interprétation ne supplante pas les autres, mais c'est, pour enrichir la lecture de l'image et je propose une interprétation plus métaphorique qui est inspirée par la montagne qu'on peut voir à l'arrière-plan et qui, évoque une ligne du texte, décrivant Melkor. Donc je vous lis la citation que vous retrouvez à l'écran. Il descendit sur Arda, plus fort et plus majestueux qu'aucun autre Valar, telle une montagne qui s'élève sur l'océan pour dresser sa tête au-dessus des nuages, couverte de glace et couronnée de flammes et de nuées. Fin de citation. Ici, la montagne, qui est à l'arrière-plan de l'illustration de Nasmith, ça pourrait être la représentation visuelle de la présence menaçante de Melkor. Et ça inverserait les représentations habituelles de paysages marins où la terre ferme est en général un symbole d'espoir, voire de sécurité, surtout en cas de tempête comme c'est le cas, ici. Alors que dans l'illustration, on a une terre ferme qu'on aperçoit à l'horizon, mais elle a une dimension menaçante, si elle représente, la métaphore qui accompagne Melkor. Donc c'est ce genre d'analyse iconographique que je mène dans ma thèse, en plus, des considérations sur la place de l'image dans les livres en tant qu'objet. Alors je vais vous présenter maintenant, les différents artistes qui sont présents dans mon corpus qui est quand même pratiquement établi. Il y a peu de possibilités, que j'introduise de nouveaux artistes, donc je vais vous présenter ceux que j'étudie, dans mes notes de thèse. Et la première, c'est Pauline Baynes, à tout seigneur tout honneur. Pauline Baynes qui a largement collaboré avec Tolkien de son vivant, que ce soit dans les livres comme, Les Aventures de Tom Bombadil, Le fermier Gilles de Ham et cetera, ou dans d'autres types de publications comme des affiches dont je vous ai mis 2 exemples ici. D'ailleurs, la carte de la Terre du Milieu qui est sur la droite, on pouvait l'admirer à l'exposition Tolkien de la BNF et c'était vraiment, incroyable de pouvoir la voir en vrai et de se pencher dessus et d'apercevoir les traits de crayon qui étaient encore visibles. C'était vraiment, vraiment un grand moment. Pauline Baynes, elle a un grand sens du détail et de la couleur. Ses illustrations, elles sont très minutieuses et c'est vraiment un régal de les observer. Elle s'inspire beaucoup des miniatures médiévales. Ça se voit beaucoup dans Smith de Wootton Major, je crois. Et elle s'inspire aussi des miniatures persanes. Alors il y aurait beaucoup à dire, hein, sur Pauline Baynes évidemment. Je vous conseille la conférence qu'avait donnée Jay Johnstone à Tolkien 2019. La conférence est sur YouTube et c'est vraiment passionnant. Un artiste un petit peu à part dans mon corpus, c'est Ferguson Dewar, qui a une histoire un peu particulière. Et que son histoire, j'ai découverte grâce à Neil Holford de TolkienBooks.net. Parce qu'en fait, en 1964-1965, le Hobbit a été sérialisé, j'espère que c'est bien le mot qu'on peut utiliser, dans un magazine à destination des jeunes filles entre 8 et 12 ans, qui s'appelait The New Princess and Girl. Et pendant plusieurs mois, le Hobbit a été publié en épisodes et illustré par, Ferguson Dewar qui a publié, comme ça 83 illustrations. Alors, Tolkien a réagi, très succinctement, mais il a réagi, quand il a vu les illustrations et dans une lettre, d'août 1964, il regrette par exemple le manque de dignité de Gandalf, qui devrait, selon lui, être dessiné comme un sorcier plutôt qu'un magicien. Il fait la distinction entre, wizard et magician. Donc ça, l'image que vous avez à l'écran, c'est, dans les premiers épisodes. Donc c'est ce qui a généré la remarque, de Tolkien. Et l'artiste, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'artiste n'a pas eu le temps de corriger cette version-là, en prenant connaissance de l'avis de Tolkien. Mais dans les illustrations, ultérieures, on peut voir, qu'il a légèrement modifié la représentation de Gandalf qui prend des allures un peu moins comiques et un peu plus sérieuses.
Et on voit ça très bien sur le site, de Neil Holford, tolkienbooks.net, que je vous conseille vraiment d'aller voir. Il a fait des recherches, assez poussées sur cette publication et c'est vraiment passionnant. Alors ensuite, j'ai, une autre exception en quelque sorte, c'est, Eric Fraser et Ingahild Grafmer, dont je n'ai toujours pas élucidé la prononciation, de ce pseudonyme. C'est le seul exemple dans mon corpus d'illustrations à 4 mains. On a d'une part Eric Fraser qui est un illustrateur britannique assez réputé et d'autre part, Ingahild Grafmer qui est en fait la princesse Margaret du Danemark, qui avait correspondu avec Tolkien au début des années 70 et qui lui avait envoyé, des croquis. Elle avait créé des sortes d'entêtes de chapitres pendant qu'elle lisait Le Seigneur des Anneaux et Tolkien avait beaucoup apprécié ces dessins et ils étaient restés sous a priori sous la forme de croquis et c'est la Folio Society qui a voulu les publier, dans une édition illustrée du Seigneur des Anneaux et qui a fait appel à Eric Fraser, un illustrateur qui avait un style bien à lui et une réputation tout à fait établie, pour, retravailler ses dessins et en faire des illustrations à l'encre. Et ce sont ces illustrations qui ont été publiées en 1977 dans, la première édition illustrée du Seigneur des Anneaux. Alors c'est le sujet que j'avais choisi pour ma propre conférence à Tolkien 2019, qui n'avait pas été, filmée, mais par contre il devrait y avoir une publication dans le courant de l'année prochaine. Donc ce sera l'occasion, si le sujet vous intéresse, de creuser un petit peu la question. L'illustrateur suivant dans mon corpus, c'est Michael Haig, un Américain qui a illustré Le Hobbit en 1984. Alors c'est un livre grand format avec des illustrations, pleine page, en couleurs, assez chargées. Bon, je vais pas m'étendre, sur ces illustrations, mais j'ai pas résisté à vous mettre, son illustration pour l'attaque de Smaug sur, Lake Town parce que j'adore, j'ai un grand faible pour Bard, qui a l'allure d'Errol Flynn dans les aventures de Robin des Bois. Je trouve ça assez réjouissant. Voilà, donc ça c'était pour la petite, anecdote. Ensuite, bon, bah, j'ai Alan Lee, que je ne présente plus. Je vous ai mis quand même d'autres exemples pour le plaisir des yeux. Alan Lee, c'est l'illustrateur presque officiel de Tolkien. C'est celui qui a illustré le plus grand nombre de textes de Tolkien, depuis l'édition du centenaire du Seigneur des Anneaux en 1991, édition à laquelle, j'ai donc consacré mon mémoire. Alors ensuite, on a Francis Mosley, qui est un illustrateur très peu connu, qui a beaucoup travaillé avec la Folio Society, mais sur lequel il est assez difficile de trouver des informations. Et il a notamment illustré Le Silmarillion pour la première édition illustrée de ce texte en 1997. Donc c'était 1 an avant l'édition qui est devenue beaucoup plus célèbre, par Ted Nasmith. Mosley, lui, il a un style graphique, toujours en noir et blanc, qui est largement inspiré d'Eric Fraser dont je vous parlais, juste avant. Parce que, quand la Folio Society a voulu publier le Silmarillion en illustré, malheureusement Eric Fraser était décédé et ils ont demandé à Francis Mosley, avec qui ils avaient déjà travaillé par le passé, de créer des illustrations dans le style de Fraser. Donc c'est ce à quoi s'est attelé Francis Mosley. Il s'est à la fois inspiré de Fraser et il s'est aussi inspiré d'artefacts historiques comme, ici je vous ai mis en exemple le casque, le aume du dragon que porte, Túrin, qui est inspiré par le casque anglo-saxon découvert à Sutton Hoo en 1939 et qui est un exemple de l'art anglo-saxon et on peut juxtaposer l'illustration et la photo, la reconstitution du casque et les similarités sont vraiment frappantes. Ça, c'était l'objet d'une conférence que j'ai proposée, pour la Tolkien Society en juillet, de cette année et cette fois-ci, elle est disponible en ligne. J'avais fait la conférence en anglais, mais j'ai mis toute une traduction sur mon blog de thèse. Donc le blog de thèse dont vous avez l'adresse en bas et que je vous remettrai, un petit peu plus tard. Alors ensuite, on passe à Ted Nasmith, bon, bah, que je ne présente pas non plus.
Et alors lui, il a quand même une particularité, assez que je trouve vraiment très, très intéressante. C'est que, il présente, l'exemple unique de reprise d'illustrations dans une édition ultérieure. Alors j'explique, tout de suite. Il a illustré en 1998 le Silmarillion pour la première fois. Enfin, c'était la première fois que lui illustrait le Silmarillion et dans cette édition de 98, il avait créé une, vingtaine d'images. Et ensuite HarperCollins, en 2004, lui a proposé de travailler à une deuxième édition, de ce Silmarillion et a proposé à Nasmith de compléter son corpus d'illustrations. Donc Nasmith a créé de nouvelles images, environ 25, et il en a aussi retravaillé certaines qui étaient déjà présentes dans l'édition de 98. Donc par exemple, je vous ai mis l'exemple, ici d'une illustration, des premiers chapitres, du Silmarillion. Donc on voit sur la gauche la version de 98 et sur la droite la version de 2004. Donc il y a assez peu, de différence, mais quand même une différence notable, c'est le format. Parce que Ted Nasmith n'hésite pas à utiliser le format paysage, qui reste assez rare dans les livres illustrés parce que ça implique de faire pivoter le volume. Surtout que le Silmarillion, c'est quand même un livre assez lourd, c'est un grand format, c'est vraiment un beau livre. Donc il faut le faire pivoter pour apprécier certaines des illustrations et c'est pas quelque chose, que les artistes, explorent souvent. Ensuite, l'artiste que je voulais vous présenter, c'est David Wyatt, qui a illustré Le Hobbit la même année que, le Silmarillion de Nasmith, en 98. Lui, il propose des en-têtes de chapitres en noir et blanc, donc c'est un format, qui ensuite est passé en format poche, parce que c'est des illustrations qui sont très faciles à reproduire et le style de Wyatt est plutôt inspiré de la bande dessinée et dans toutes ses illustrations, il propose un jeu de double cadre comme ça, avec un cadre circulaire et un cadre rectangulaire, inspiré donc de la bande dessinée et je trouve personnellement que c'est un des rares artistes qui propose une vision originale de Fandeval, ce qui est pas évident parce que la plupart d'entre eux s'inspirent de Tolkien, mais je trouve que lui arrive, relativement à s'en détacher. Et enfin, ah non, pas enfin, ensuite on a Jemima Catlin qui a illustré Le Hobbit en 2013. C'est une édition vraiment foisonnante, il y a au moins 150 illustrations. C'est souvent l'édition qu'on conseille pour les enfants parce qu'elle a beaucoup d'illustrations en couleurs, qui accompagnent vraiment la lecture, au fil des pages. Il y a pratiquement une double page, sur 2 ou sur 3 qui est illustrée. Voilà donc elle, comme vous pouvez le voir dans l'illustration de Fandeval, elle reprend pas mal de formes qui étaient déjà dans l'illustration, de Tolkien et je trouve que son Smaug est très mignon. Dans cette illustration-là en tout cas. Ensuite il devient un peu plus inquiétant. Et enfin, on a John Howe qui a fait une entrée en grande pompe dans mon corpus, cette année. Parce que, jusqu'ici, il avait, en fait, il avait pas proposé d'illustration intérieure, à part pour son édition pop-up, du Hobbit, dont je ne sais toujours pas si je vais l'inclure dans mon corpus, parce que le texte, y est tronqué. Mais heureusement, on a désormais l'édition illustrée des Contes et légendes inachevés, dans laquelle, John Howe fournit 6 illustrations en couleurs, ainsi qu'un dessin qui introduit le chapitre, sur le deuxième âge. Donc je suis vraiment ravie parce que John Howe, c'est un artiste, fabuleux et jusqu'ici, j'étais pas certaine de pouvoir, l'intégrer d'une façon, justifiable dans mon corpus, mais là, je vais pouvoir m'en donner à cœur joie. Alors donc comme je vous ai dit au début, je suis en 4e année de thèse. Mes 2 premières années, en gros, ont été consacrées à la bibliographie et au rassemblement, des notes. J'ai passé donc ma 3e année de thèse l'année dernière à commencer la mise en forme de mes notes et à donner mes premières conférences. Donc je vous en ai mis, une liste ici. Donc j'ai parlé, des illustrations pour Le Seigneur des Anneaux,
J'ai parlé de la circulation des illustrations entre les différentes éditions d'un même texte. J'ai eu l'honneur d'accueillir Alan Lee à la BNF dans le cadre de l'exposition Tolkien. Ça restera un moment, un très grand moment. J'ai parlé aussi de la définition des illustrations, des cartes et des images graphiques de Tolkien. Ça, normalement, ça devrait être publié dans vers la fin de l'année prochaine, si tout va bien. J'ai parlé du Silmarillion illustré par Francis Mosley et j'ai fait une conférence, en septembre dernier sur l'exposition de la BNF pour vous donner un aperçu très rapide des sujets sur lesquels, j'ai eu l'occasion de m'exprimer jusqu'ici. Bien sûr, j'espère que ce n'est qu'un début. Dans mes projets, j'ai un séminaire en ligne qui aura lieu en février 2020, heu, donc auquel je participerai. Je travaille également sur un article, pour un ouvrage anglophone. Bon, celui-là, je ne sais pas quand il paraîtra, mais je donnerai l'information dès que je l'aurai. Je travaille sur un article pour Tolkien Deal, qui ne va pas arriver tout de suite, mais j'y travaille. Et évidemment, à côté de ça, je travaille sur ma thèse, donc j'en suis à la mise en forme de mes nombreuses pages de notes. Je suis en train d'établir, un plan qui tienne et je mène les dernières analyses iconographiques, mais ça, c'est pratiquement terminé. Et par exemple, là, l'édition illustrée des Contes et légendes inachevés, j'étais ravie de voir, son annonce, mais ça fait un ouvrage de plus, mine de rien, à ajouter à mon corpus alors que je me dirige vers la fin de ma thèse. Donc il faudra que je prenne ça en compte aussi. J'ai très hâte, de découvrir la nouvelle édition du Silmarillion par Ted Nasmith, en anglais qui sera publiée en mars 2021, avec potentiellement des illustrations. Donc il faudra que je les intègre à mes notes, sur sur son chapitre. Et j'ai très, très hâte de découvrir la nouvelle traduction du Silmarillion qui devrait paraître en français à l'automne prochain, si j'ai bien compris. Parce que, j'ai toute confiance en Daniel Lauzon pour proposer une traduction à la fois belle, proche de Tolkien et ce sera vraiment une belle avancée. Sinon à part ça, j'ai bon espoir que ma thèse soit publiée quand elle sera terminée. Mais bon, j'ai pas encore commencé mes recherches, dans cette direction parce que pour le moment, j'ai encore pas mal de pain sur la planche. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé, j'espère que je ne vous ai pas endormi et si je vais arrêter le stream, normalement voilà, et si vous avez Merci des Marie. questions, n'hésitez pas. Ça va, a priori, tout s'est bien passé. Je te remercie pour cette présentation très intéressante. Alors, on a quelques questions néanmoins à te poser. Alors, la première de Bergelmir, sachant la difficulté à se procurer certaines éditions originales, notamment celles qui précèdent les années 90, dirons-nous, comment est-ce que tu fais pour te procurer ces illustrations que tu étudies et le cas échéant, n'est-ce pas délicat de devoir travailler sur des illustrations uniquement sur écran? Alors c'est une très bonne question. J'ai la chance, que finalement comment dire? Tolkien a été illustré assez tardivement, donc j'ai relativement peu d'éditions, antérieures aux années 80. Donc j'ai, les 2 éditions de la Folio Society qui sont toujours publiées, qui sont toujours, disponibles et que j'ai achetées, d'occasion. J'ai les aventures de Tom Bombadil qui ont été republiées par HarperCollins et finalement la seule édition, alors il y a la fameuse édition pop-up du Hobbit de John Howe qui est vendue à des prix exorbitants, donc j'ai pas encore mis la main dessus. Heureusement qu'il y a des photos sur le site de Tolkien Deal pour, donner un aperçu de l'intérieur. Il y a le seul problème que j'ai finalement, c'est l'édition sérialisée du Hobbit dans le magazine. Mais l'avantage, c'est que, lors de Tolkien 2019 qui avait eu lieu donc, l'année dernière à Birmingham, il y avait une présentation des illustrations dans l'espace d'exposition et j'avais pu, avoir un bon aperçu des images à ce moment-là. Évidemment, ça remplace pas, le
des scans, par exemple, des magazines, parce que ça, Et ce sont pas des éditions, par exemple, celles dont tu parles, qui sont, disponibles à la Bodleian ou à Marquette, alors pour cette qui édition-là en pourraient être, particulier, je j'ai pas encore regardé parce que, pour le jusqu'ici, je me concentrais sur autre chose. Donc, je me suis pas encore posé la question, mais bon, voilà, c'est des magazines, d'accord, il va falloir que je me renseigne tout simplement. Je sais pas d'accord, encore sous quelle forme, ils sont disponibles. Donc je peux contacter l'administrateur du site, Neil Holford, qui a fait des recherches dessus. Je pense qu'il a des scans parce qu'il en a mis quelques-uns sur son site. Mais a priori, c'est la seule publication qui va me poser problème. Après là, je vous ai mis je vous ai mis sur l'étagère, la plupart de mes livres, des livres de mon corpus. En fait, je les ai pratiquement tous trouvés d'occasion. d'accord. Mais l'avantage, c'est que comme Tolkien est un auteur, très très apprécié, ses livres finalement, on arrive, souvent à les trouver. Surtout les éditions illustrées qui ont en général du Ouais. succès. Donc, ce ne sont pas des ouvrages qui sont trop rares. À part bien sûr s'ils cherchent des premières éditions, alors là, c'est plus compliqué, mais jusqu'ici, j'ai pas eu trop de problèmes pour me les fournir. Ça va, très bien. Alors question suivante, quelles sont les dates qui font office de bornes temporelles de ton corpus et pourquoi ce choix? S'il y en a? Alors c'est pas tant des bornes chronologiques, enfin si, bien sûr, disons que la question des bornes, découle directement des livres que j'étudie. Donc ce sont les illustrations intérieures dans les textes, les éditions de textes de la Terre du Milieu. Donc finalement, certes, il y a les illustrations de Tolkien lui-même, mais quand on regarde les illustrateurs autres que Tolkien, finalement le choix il se fait vite parce que, dans mon corpus, le premier texte en rapport avec la Terre du Milieu, dans lequel on trouve des illustrations intérieures et qui soit publié en anglais, c'est Les Aventures de Tom Bombadil, illustré par Pauline Baynes en 1962. Donc finalement, à part les éditions illustrées par Tolkien, donc Le Hobbit dès 1937, euh, mes bornes chronologiques se définissent à travers le corpus. Ouais, d'elle-même. Et ça arrive jusqu'à cette année avec Les Contes et légendes inachevées, et l'année prochaine, ça sera Voir l'année décalé d'un prochaine, an ouais. parce qu'il y aura a priori la nouvelle édition du Silmarillion. Donc cette question-là ne se pose pas tellement, dans le cas de ma thèse. D'accord, merci. Alors question de Forfiris, y a-t-il un thème tiré de l'œuvre qui a été illustré par tous les illustrateurs de ton corpus? Alors tous les illustrateurs n'ont pas forcément travaillé sur les mêmes textes. Évidemment, le texte qui est le plus représenté, c'est Le Hobbit. Et dans Le Hobbit, on peut être à peu près certain que Fandeval, sera toujours représenté. Ouais, Je pense que c'est le motif qui a été le plus représenté. Ce sera forcément, dans Le Hobbit parce que voilà, je n'ai que 2 éditions du Seigneur des Anneaux, je n'ai que 2 éditions du Silmarillion, mais j'ai un certain nombre d'éditions du Hobbit, donc je pense à ça. Là, par exemple, en ce moment, je travaille sur les représentations de Bourg-du-Lac, dans Le Hobbit, et force est de constater que toutes les éditions du Hobbit ne font pas figurer des représentations de Bourg-du-Lac. Donc d'accord. voilà, ça c'est typiquement un motif qui n'est pas traité par tous les illustrateurs, mais je ne pense pas me tromper en disant que Frondeval, c'est le motif le plus souvent représenté, même, C'est assez même, logique aussi, ouais. oui? C'est assez logique, par le fait qu'il est à la fois dans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Voilà, même chez les artistes qui ne par exemple, Ted Nasmith qui a illustré, le Silmarillion, bon, je sais plus il me semble qu'il est un tout petit peu question de Fandeval. Il n'a pas illustré, ce paysage-là dans le Silmarillion, mais évidemment, il s'est fendu d'une illustration, qui s'inspire de Tolkien lui aussi, D'accord, peut-être pour un calendrier, je crois, ou je veux pas dire de bêtises. très bien. Alors question suivante, on en a encore, 2, 3. As-tu une approche différente concernant les représentations des cartes? On a vu qu'il y avait celle de Pauline Baynes, mais y en a-t-il
Y en a-t-il d'autres? Et est-ce du hasard si l'illustrateur faisait aussi des cartes ou bien y a-t-il des cartes de cartographe non illustrateurs dans ton corpus? Alors, Ah on va ah. peut-être reprendre une par une. Oui, je veux bien. Très bien. Alors, les As-tu une cartes, approche différente concernant les représentations des cartes? c'est vraiment un point, sur lequel je me suis pas encore décidée parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse les considérer comme des illustrations. C'est vraiment un objet, graphique, à part entière, et j'avoue que je ne suis pas encore certaine de la façon dont je vais les considérer dans ma thèse. Je vous ai mis celle de Pauline Baynes, pour le plaisir des yeux et pour vous présenter, une œuvre de Pauline Baynes qui est en général assez bien connue. Mais cette œuvre-là, par exemple, ne fait pas partie de mon corpus parce que c'est un poster, une affiche qu'elle a illustrée, mais qui n'est pas liée à un texte. Moi, j'étudie vraiment les illustrations qui se trouvent dans les livres. Donc, dans le cas de la carte de Pauline Baynes, C'est ça hors, ça hors voilà, corpus, c'est hors corpus. Alors, quelle était la d'accord. partie suivante? Est-ce du hasard si l'illustrateur faisait aussi des cartes ou bien y a-t-il des cas de cartographes non illustrateurs? Mais du coup, si tu prends pas les cartes dans ton corpus, je suis pas sûr que tu aies la Voilà, bah, je réponse. suis pas encore sûre de prendre les cartes ou pas dans mon corpus. Il y a quand même plus de chances que je les écarte, sans mauvais jeu de mots. Alors je ne Bien. connais pas de je ne connais pas de alors je crois que des cartographes non illustrateurs, je pense qu'il y en a, par exemple, dans l'atlas de Karen Wynne Ouais, Fonstadt. Karen Fonstad, ouais. Je pense que voilà, ça c'est un cas de cartographe, non illustrateur. Après Ouais. je suis pas sûre d'en connaître d'autres. D'accord, très bien. Autre question, y avait-il des travaux de recherche déjà faits sur ce sujet? Pas vraiment. Alors, il y a quelques articles. Il y a notamment un article très intéressant sur la notion, d'interlacement dans les illustrations d'Alan Lee. Mais, l'étude en tout cas des relations texte-image dans les textes de Tolkien, ça a pas du tout été fait pour le moment. Alors, on a évidemment les ouvrages de Wayne Hammond et Christina Scull sur l'art de Tolkien qui, heu, qui font évidemment beaucoup mention des textes et qui étudient la genèse des images et la genèse, du texte. Mais chez les autres illustrateurs, il y a vraiment extrêmement peu de travaux de recherche, en tout cas sur les illustrateurs de mon corpus. Ce sont surtout des articles, par-ci par-là, mais mais je n'ai pas de thèse, sur le sujet. J'ai les livres des artistes eux-mêmes comme Alan Lee, John Howe, mais voilà, j'ai un corpus une bibliographie qui est, constituée, surtout d'ouvrages qui n'ont pas de rapport direct avec mon sujet. Alors après, l'étude des illustrations, c'est quelque chose qui est vraiment en vogue en ce moment et je ne suis pas la seule à travailler dessus. Il y a par exemple un chercheur américain, Joel Meriner, qui a publié une thèse sur un illustrateur russe de Tolkien et il n'a pas publié sa thèse, mais il a publié, des articles et il est D'accord. assez actif. Il a un blog, qui est absolument passionnant. Donc voilà, c'est un champ d'études qui est en pleine expansion, mais pour le moment, j'ai assez peu de travaux de recherche, sur le sujet que j'ai choisi. D'accord, parfait. Donc Question suivante. j'espère avec ma thèse, un peu en quelque sorte déblayer le sujet et proposer un point de lancement hein, en quelque sorte, pour ensuite, que d'autres personnes, s'emparent de la question. Ouais, très bien, parfait. Alors question suivante d'Iléor. Est-ce qu'il existe une scène dans l'œuvre de Tolkien dont tu aurais aimé voir une illustration et que tu n'as pas retrouvée, que tu n'as pas trouvée? Ah! Alors là, il Il y en a faudrait peut-être que je me beaucoup? repasse, toute la chronologie de l'histoire de la Terre du Milieu. L'avantage, c'est qu'au fil des ouvrages, il y a quand même beaucoup, beaucoup de scènes qui ont été illustrées. Alors peut-être, par curiosité, j'aimerais bien voir, l'intérieur du palais de Mandos. Voilà, Ah parce que je oui, suis curieuse. c'est
C'est Mais hyper spécifique. bah, de toute façon, on ne peut qu'être très spécifique parce que vu le nombre d'illustrations qui ont été, produites, pour les livres de Tolkien, finalement, il y a beaucoup, beaucoup de scènes qui ont été illustrées. Après, bien sûr, on pourra toujours trouver des passages, même dans Le Seigneur des Anneaux ou dans Le Hobbit qui n'ont pas été illustrés. Oui, Mais c'est vrai. voilà. Mais ouais, par curiosité, j'aimerais bien voir à quoi ressemble le palais de Mandos. Parfait. Alors, moi, j'avais une question. Je suis assez étonné que ton corpus, soit essentiellement, composé d'illustrateurs qui sont en fait anglais, anglophones, et qu'il y ait pas un seul français. Je pense que, moi, j'ai une édition quand j'étais gamin avec, une illustratrice qui est notamment Evelyne Drouin. Alors pourquoi ne pas avoir, alors si tu l'as fait chercher des illustrateurs français ou, pourquoi tu les as exclus le cas échéant? Alors, je suis bien consciente qu'on a, je crois qu'il y a 2 éditions illustrées en français de Tolkien, par des artistes français. Mais j'ai fait le choix de ne considérer que les ouvrages en langue originale, parce que si je m'intéresse aussi aux traductions, alors là, mon corpus va vraiment être hors de contrôle D'accord. et j'aurais du mal à justifier de ne prendre que le français parce que, enfin, pour toutes sortes de raisons. Donc j'ai vraiment choisi de me concentrer, uniquement sur le domaine anglophone. Mais, après, c'est bien sûr que ça m'intéresse, et d'ailleurs je n'ai pas d'édition, illustrée par des artistes français, dans mes étagères. Donc, à l'occasion, ce sera quelque chose auquel il Un faudra que je appel aux remédie. dons. Mais voilà, j'ai fait le choix de prendre les illustrations en langue originale pour étudier la relation des artistes au texte sans le prisme de la traduction. D'accord, très bonne réponse. Alors on va poser une dernière question, éventuellement une avant-dernière question. De Nain, Tevildo avait déjà été illustré avant la version d'Alan Lee pour l'édition. Alors, est-ce que Tevildo avait déjà été illustré avant la version d'Alan Lee de l'édition de La Chute de Gondolin? À ma connaissance, non. Bien sûr, ce n'est que à ma connaissance, donc a priori, c'est je connais mieux les ouvrages de mon corpus, mais hors de mon corpus, il y a peut-être, des ouvrages, des éditions, par exemple, du Silmarillion qui ont été illustrés par d'autres artistes, extra, de langue non anglophone, comment de des artistes non anglophones. Non, non. Je n'ai pas vu d'autres versions de Tevildo dans mon corpus. Je serais curieuse de savoir s'il y en a d'autres parce qu'effectivement, c'est un sujet que je trouve assez intéressant et amusant et je serais curieuse d'en voir d'autres. Mais jusqu'ici, j'en ai pas trouvé. Ouais, très bien. Alors, peut-être une dernière question. Je regarde sur le fil s'il y en a une autre. Alors, dernière question. Est-ce une thèse à plein temps ou est-ce que tu travailles à côté? Et ça Ah, sera la dernière. je fais ma thèse à mi-temps. J'ai un bon, à côté, j'ai plusieurs petits boulots, mais j'ai choisi de faire ma thèse à mi-temps pour avoir une respiration à côté parce que sinon, ma thèse à plein temps, bon, je l'aurais probablement déjà terminée si je l'avais faite à plein temps, mais j'ai voulu garder une activité à côté pour me changer les idées, Ce qui est pas plus mal, oui. voilà, donc à côté, je fais des choses assez variées, notamment des ateliers d'écriture, je donne des cours d'anglais, voilà. D'accord. Parfait. Ça me Bon, permet bien. aussi de voir du monde, hein, ce qui n'est pas Ouais. négligeable. Enfin, en ce moment, c'est compliqué, mais Hors c'était confinement. l'idée. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Marie, de cette présentation très intéressante. Merci de Normalement, m'avoir invitée. bah, je t'en prie. Normalement, on a fait un enregistrement audio de la session, donc on pourra la mettre sur YouTube, avec les diapositives. Je D'accord. profite qu'il y ait un peu de public pour faire un appel. C'était la première fois qu'on accueillait une étudiante de thèse pour une présentation de ses travaux, mais si vous-même êtes étudiant en thèse et que vous travaillez sur Tolkien ou que vous en connaissez, bah, n'hésitez pas à nous contacter si éventuellement vous souhaitez vous-même présenter vos travaux sous le même format que Marie à l'instant. On essaiera de trouver des créneaux, d'organiser ça. Voilà.
Je vous remercie à tous d'avoir été présents et dernier mot pour la fin de Marie. Bah, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là et j'espère que ça vous a intéressé. Merci, au revoir. Bonne soirée.